Alors, dans un premier temps, on va créer des utilisateurs. Donc, il y a différentes façons de créer des utilisateurs si vous avez les droits administrateurs, bien sûr. Un gestionnaire peut utiliser les permissions qui lui sont données, mais à moins d'avoir un droit supérieur pour créer des comptes. Normalement, le rôle gestionnaire n'a pas la possibilité de créer des comptes, sauf dérogation. L'administrateur peut tout faire, heureusement. Et quand on est dans utilisateur, on peut très bien créer un utilisateur manuellement, mais si on en a plusieurs à créer, il y a une fonction d'importation qui permet d'activer cette fois-ci l'affichage du chargement du fichier CSV. Est-ce que vous avez déjà utilisé un fichier CSV ou pas via le chat? Oui, pour Karine, oui, pour Elisabeth, et pour la deuxième Karine. Oui, mais une seule fois. Bien. Alors, dans les nouvelles versions, dans les plus récentes versions de Moodle, on a de base fourni un fichier exemple de CSV qui nous permet d'avoir l'écriture du fichier demandé. Donc, le minimum requis, c'est 4 champs: le nom d'utilisateur, le prénom, le nom de famille et le mail. Ce sont les choses qui nous suffisent pour créer en lot des comptes. Après, format CSV, si possible UTF-8, ou sinon, on peut user l'astuce de l'ISO pour avoir les accents, mais ça, normalement, quand on enregistre dans Excel CSV UTF-8, tout fonctionne très bien. Donc pour vous, j'ai créé un petit fichier exemple. Est-ce que tout le monde voit le fichier exemple? Ok. Donc j'ai un username web1 et ainsi de suite, un nom de famille qui varie, un prénom qui est le même et un email qui est différent. Donc ceux-là, je vais les importer en les créant en même temps dans la base. Donc on va choisir un fichier. Moi j'ai mon petit fichier qui est ici. Alors, donc dans Moodle, je vais le glisser, déposer directement. Webinaire, importation. Voilà. Avec les points-virgules parce que je l'ai enregistré avec les points-virgules, en UTF-8 parce que je l'ai enregistré au format UTF-8, et je vais prévisualiser quand même la liste complète. Donc là, on peut varier la jauge pour être sûr d'avoir tout le monde en vérification. Et on vérifie. Donc oui, il n'y a pas de problématique. Ah, ils sont en doublon. Donc là, vous voyez que les mails sont en doublon parce que je n'ai pas changé le compte en un web. Donc il me faut changer dans le fichier source. Donc vous voyez qu'il est toujours important de procéder à des vérifications, ce que je n'ai pas fait forcément. C'est ce qu'on a fait l'effet Benaldi. Mais de toute façon, vous êtes a priori déjà adepte du CSV, même si c'est pour une fois. En général, quand on crée les utilisateurs, on les crée une fois, sauf cas très particuliers, comme là pour les exemples. Donc j'arrive, je fais au plus vite. Web, voilà, voilà. Donc là, j'enregistre. Donc je vais aller et reglisser mon fichier un jour. Voilà. Et là, normalement, je n'ai plus d'erreur. Donc à ce moment-là, je peux les créer et on peut vérifier certains champs. Là, je n'ai pas indiqué de mot de passe, donc ça va être créé automatiquement par Moodle et toutes les notifications de création de compte seront envoyées par Moodle directement. Donc en général, on laisse. Vous pouvez mettre à jour des utilisateurs, il suffit de l'indiquer, ajouter les nouveaux et modifier les utilisateurs existants. Et sinon, si c'est que du nouveau, on importe et par défaut, ça va créer les comptes. Donc là, on a des nouveaux utilisateurs et ils sont inscrits sur la base de données de Moodle. Et donc, ce sont des nouveaux utilisateurs de Moodle qu'on va pouvoir manipuler par la suite. Est-ce que pour l'instant, ça va? Vous voyez que c'est simple, malgré tout.
Donc si vous avez ce qu'on appelle un SI, un système d'information qui est connecté à Moodle, c'est vrai que lui peut faire office de création de compte en fonction de ce que vous avez comme SI. Alors, peut-on utiliser leur adresse mail? Pour faire quoi? Donc Karine, peut-on utiliser leur adresse mail pour faire quoi? Comme identifiant? Comme nom d'utilisateur? Alors, pour renseigner la case. Alors, quelle case? Alors, je vais peut-être vous redonner la parole parce que ça sera peut-être plus parlant la colonne adresse mail. Alors, alors bien sûr, là il faut dans la colonne adresse courriel un mail valide pour que les étudiants ou enfin, les personnes soient notifiées par mail. Ici, c'est un compte mail bidon qui ne marche pas, mais qui ne reçoit pas d'erreur. Domaine invalide, c'est pour les comptes tests, comme ça il n'y a pas de notification d'erreur. Ça c'est juste pour ça. Comme nom d'utilisateur, on peut utiliser l'adresse mail comme identifiant. Voilà, il y a des systèmes qui utilisent ça, il y a des écoles ou des universités qui utilisent comme identifiant le courriel, comme ça évite de se compliquer la vie à se dire que c'est l'initiale du prénom et du nom de famille, mais si le nom de famille est composé, est-ce qu'il y a des tirets, est-ce qu'il y a des points? Donc voilà, c'est tout aussi simple d'utiliser l'adresse de courriel comme nom d'utilisateur, parce qu'en général, l'utilisateur connaît mieux son mail que son identifiant parfois. Donc ça peut être aussi une sécurité d'utiliser les deux comme moyen d'utilisateur et d'adresse de courriel. Ensuite, pour Elisabeth, oui, dans le fichier CSV, on peut rajouter d'autres champs, comme effectivement une inscription à un cours, ou alors j'inscris telle personne dans tel cours mais avec tel rôle. Donc on peut charger en lot des étudiants dans les cours, des enseignants dans leurs cours. On peut inscrire aussi un champ cohorte pour associer telle liste de personnes à une cohorte prédéfinie ou non. Si la cohorte n'existe pas, elle est automatiquement créée à partir du fichier. On peut associer des groupes, des cours, des personnes dans des cours avec des rôles, et ainsi de suite. Donc c'est très très riche au niveau du fichier CSV. Là, on a fait le minimum de base, le nom d'utilisateur qu'on donne, le prénom, nom de famille, adresse de courriel, et c'est tout. Après, on peut enrichir tous ces champs avec des champs qu'on appelle facultatifs. On peut éventuellement aussi spécifier l'authentification si on a des méthodes différentes d'authentification. Des comptes manuels, des comptes classifiés, des comptes avec du SSO, et ainsi de suite. Ça, on peut spécifier aussi. Mais ça rentre dans une autre démarche. Est-ce que ça répond à vos questions, Elisabeth et Karine? Enfin, à une des deux Karine. Très bien. Donc maintenant que j'ai mes étudiants, enfin mes utilisateurs quelque part, je vais pouvoir les inscrire dans mon espace de cours. Donc ça, c'est assez facile. Quand on a la gestion de son espace de cours, on a la liste des participants. Et depuis les participants, on peut cliquer sur inscrire des utilisateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle une inscription manuelle des utilisateurs. Et à ce moment-là, on les recherche. Donc je sais que c'est des étudiants en web, donc je le recherche, je sélectionne un, et puis l'autre, et ainsi de suite. Voilà, je vais faire le 1 et le 2. Je peux leur donner des rôles ou pas, et je les inscris. Donc ça, c'est l'inscription manuelle qui est assez classique, qui est fournie de base, qui est actif de base. Et l'avantage des inscriptions manuelles, c'est qu'on peut aussi donner des durées de vie à cette inscription manuelle. Par exemple, j'ai un cours qui a une durée de 15 jours, eh bien je vais juste les inscrire manuellement, mais voilà, pendant 15 jours, ils auront accès au cours. Après, je ne me soucierai plus de leur durée de vie dans cet espace de cours. Donc ça, c'est aussi une petite option qui paye pas de mine, qui est un peu cachée parfois, mais qui est assez pratique dans la gestion des utilisateurs, surtout si c'est des plans de formation ou des cours comme ça très ponctuels. Alors, effectivement, la durée d'inscription n'est valable que lorsqu'on utilise des inscriptions manuelles. On va voir justement juste après les synchronisations de cohortes. Il y a d'autres avantages, mais il y a des limites. Tout à fait.
Et on peut aussi dire que l'inscription est valable à partir du début du cours. Donc là, le cours commence aujourd'hui, donc c'est à partir d'aujourd'hui. Mais si je commence à travailler mon espace de cours, on est le 21, et qu'il ouvre au 1er mai, eh bien je peux dire qu'au début du cours, donc au 1er mai, les inscriptions manuelles seront actives. Donc ça veut dire qu'on va précharger les étudiants. On peut travailler dans l'espace de cours, ils ne seront notifiés de rien, ils ne verront pas le cours, et au 1er mai, leur compte sera actif dans cet espace de cours, et ils le verront dans leur tableau de bord et ils pourront accéder aux informations. Donc ça aussi, ça peut être assez pratique quand on prépare assez tôt en avance les choses. Et on peut faire en sorte que l'inscription se termine, et là, il peut y avoir plus ou moins des notifications de attention, votre compte va s'arrêter dans quelques jours. Voilà. Donc là, on a chargé des étudiants. Voilà, on a chargé 2 étudiants de façon manuelle, et à chaque fois, on peut quand même, au cas par cas, modifier l'inscription d'une personne ou de plusieurs personnes au fur et à mesure pour modifier les statuts, pour modifier les inscriptions de début ou de fin. Voilà. Donc ça, c'est assez facile de mise en place, l'inscription manuelle, avec une gestion de durée de vie qui n'est pas, enfin qui est pratique, mais qui n'est pas pour moi très employée. Et c'est dommage parce que ça peut être très pratique dans la gestion. Alors justement, pour les cohortes, pour avoir une synchronisation des cohortes, il faut déjà créer des cohortes au niveau des systèmes. Est-ce que ça va pour l'instant? Parce que je crois qu'on a perdu Karine Leroy. Peut-être un problème de connexion. Bon. Alors, pour créer des cohortes, il faut revenir à l'administration. Je vais le mettre là. Et dans l'utilisateur, on a un petit menu cohorte. Est-ce que quand je passe de page en page, le rafraîchissement se fait assez rapidement? D'accord. Parce qu'il y a eu un jour où c'était un peu lent. Donc je préfère prendre le temps. Donc là, on a l'interface pour créer des cohortes au niveau système. Donc là, je vais pouvoir ajouter une cohorte, par exemple, webinaire, au niveau système. Je peux la décrire pour savoir comment repérer mes étudiants. Ça peut être des promotions à l'année, ça peut être des codes de cours, de cycle, ça peut être tout ce qu'on veut. Donc moi, j'ai une cohorte qui s'appelle webinaire, et à ce moment-là, avec l'icône ajouter des membres, je vais pouvoir remplir cette cohorte manuellement avec les étudiants que je veux. Donc c'est web. Donc c'est tout cela que je vais inscrire dans ma cohorte. Bien sûr qu'on va pouvoir, comme tout à l'heure je vous ai dit avec un CSV, créer aussi bien les comptes utilisateurs et en même temps les rattacher à une cohorte qu'on va créer au besoin. Si la cohorte existe, on remet le nom de la cohorte existante et la cohorte existante sera chargée de ces tout nouveaux comptes. Donc là, j'ai fait une deuxième passe. Voilà. Donc maintenant, j'ai créé une cohorte, j'ai ma cohorte qui est remplie, et je vais même retirer, je vais faire ça, je vais même retirer pour vous montrer l'avantage des cohortes. Voilà, je n'en mets que 7. J'ai 7 utilisateurs dans ma cohorte. Donc maintenant, dans mon espace de cours, je vais pouvoir ajouter ce qu'on appelle des méthodes d'inscription. Comment les étudiants sont inscrits à mon espace de cours. De base, je peux les inscrire manuellement. C'est ce qu'on appelle une méthode d'inscription dite manuelle. Mais il en existe d'autres. Donc là, quand je vais dans la petite roue au niveau des participants, je vais pouvoir rajouter des méthodes d'inscription dans mon espace de cours. De base, il y a inscription manuelle, et je vais pouvoir en rajouter d'autres qui sont, par exemple, la synchronisation des cohortes. Concernant la synchronisation des cohortes, eh bien, on a le nom qu'on peut spécifier. Par défaut, ça reprendra le nom de la cohorte. On recherche une cohorte. Je recherche ma cohorte web, donc webinaire. Je vais charger la cohorte et donc tous les étudiants qui sont inscrits dans la cohorte. Je leur donne le rôle d'étudiant et je peux même créer en même temps que de charger la cohorte un groupe associé.
je vais créer un groupe webinaire pour dire qu'il y a un groupe d'utilisateurs qui correspond à cette cohorte. Comme ça, si j'ai une autre cohorte, ça sera dans un autre groupe, éventuellement. Et là, vous voyez effectivement qu'il n'y a plus d'option de durée de vie pour cela. Alors l'avantage de créer un groupe à ce moment-là, c'est pour prévoir les choses. Parce que si je ne le crée pas tout de suite, je pourrais revenir dans la méthode pour associer la cohorte à un groupe. L'avantage que je pourrais voir, c'est par exemple quand on a un espace de scolarité, où il y a plusieurs cohortes en même temps, pour donner des informations à une cohorte en particulier, on va cibler un groupe. Et plutôt que de rechercher après quels sont les étudiants de telle cohorte, eh ben, j'associe la cohorte au groupe et après je fais une restriction au niveau du groupe. Comme ça flèche l'information à la cohorte vraiment voulue. Est-ce que ça explique un petit peu, Elisabeth? Oh, c'est bon un petit peu. D'accord. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois, et comme j'ai eu à mettre en place pour une école, justement, dans un espace de scolarité où il y a plein de cohortes tous les 6 mois, pour des informations, pour des cohortes, par exemple en apprentissage en ligne uniquement et pas en blended, eh bien, je les ai mis dans un groupe, et comme ça, voilà. Alors, comment savoir qui est dans quelle cohorte? Eh bien, justement, on va voir ça, Karine. Donc là, j'ai une nouvelle méthode d'inscription dans mon espace de cours qui est la synchronisation des cohortes. L'avantage de la synchronisation des cohortes, c'est qu'il y a une mise à jour automatique des étudiants dans la cohorte. Et puisque le cours est associé à la cohorte, les étudiants qui sont rajoutés dans la cohorte au niveau du système seront automatiquement à jour dans tous les cours qui ont cette cohorte associée. Est-ce que c'est clair? Parce que je ne sais pas si c'est du français pour tout le monde. Alors, quand on va associer une synchronisation des cohortes comme méthode d'inscription dans un cours, ça veut dire que je ne vais pas m'intéresser aux gens qui sont dedans, mais à l'étiquette de la cohorte. À ce moment-là, vous voyez que là j'ai 7 personnes dans ma cohorte, parce que je les ai rajoutées ici. Si maintenant, pour X ou Y raison, il y a des inscriptions tardives, des mises à jour de dossiers, des gens qui ont finalement choisi cette option-là et pas une autre, je vais les rajouter au niveau système dans la cohorte, donc au niveau système de la plateforme. Et plutôt que de faire à chaque fois dans chaque espace de cours, je vais les rajouter manuellement. Eh bien non, si j'ai fait une synchronisation des cohortes, puisque la cohorte a été mise à jour au niveau système, si je rafraîchis mon élément, j'ai bien la mise à jour des cohortes qui se fait automatiquement. Enfin, qui se font automatiquement. Donc c'est pour ça qu'il faut autant que possible d'utiliser la synchronisation des cohortes quand on a effectivement beaucoup d'utilisateurs à mettre à jour. Donc ça, c'est très souvent utilisé en université où les inscriptions, les dossiers administratifs et pédagogiques peuvent tarder ou venir un peu en amorce de l'année. Donc ça, c'est assez pratique pour synchroniser, comme son nom l'indique, les utilisateurs à un espace de cours. Donc dès qu'on rajoute un étudiant ou un utilisateur dans une cohorte, eh bien tout est à jour automatiquement dans tous les espaces de cours contenant cette cohorte. Donc ça, c'est très pratique. Ça veut dire qu'avant chaque année ou avant chaque début de cours, vous pouvez mettre en place les cohortes, associer les cohortes au cours, et une fois que les cohortes se remplissent, eh bien les utilisateurs accèdent au cours au fur et à mesure. Donc ça, c'est pratique. Alors, comment savoir qui est dans quelle cohorte? Quand on a notre espace de cours, on peut avoir la liste des participants. Je veux savoir qui fait partie de mon espace de cours. On a la liste des utilisateurs, on a les rôles associés, on peut les filtrer. Ici, on a un champ de recherche qui permet de nous filtrer. Et ici, vous avez des petites indications au niveau du statut. Le statut vert actif, ça veut dire que le compte utilisateur est actif dans notre espace de cours. Donc il n'est pas à date postérieure. Et vous avez un petit i à côté qui nous permet de savoir comment il a été inscrit. Donc là, par exemple, le webinaire 10 a été inscrit avec une synchronisation des cohortes. Le webinaire 1, il a 2 inscriptions.
une inscription synchronisation des cohortes et une inscription manuelle, comme on a vu tout à l'heure, parce que je l'avais chargé au début. Donc c'est pas dérangeant d'avoir un utilisateur avec plusieurs méthodes d'inscription. Peut-être que, comme il y a eu des retards dans son traitement de dossier, on a dû le mettre manuellement dans l'espace de cours, puis il a eu son dossier pédagogique validé, donc il fait partie de la cohorte, et donc il a eu un rattachement automatique par la cohorte. Ce n'est pas du tout gênant pour lui. Son accès est valable. Et même si on en supprime une des deux, donc la manuelle, on les inscrit son compte inscrit manuellement, il lui reste toujours la synchronisation des cohortes. Est-ce que ça va? Ici, dans le champ de recherche, on peut gérer la recherche par rôle. Voilà, je veux lister tous les étudiants et ne plus avoir mes collègues enseignants, non éditeurs, les tuteurs, les inactifs, les actifs ou les méthodes d'inscription. Les inactifs, les actifs ou les méthodes d'inscription. Donc je veux la méthode d'inscription cohorte, et bien j'ai tous les étudiants ou utilisateurs qui sont inscrits via telle cohorte. Donc là, on peut les distinguer. Voilà. Alors l'ajout d'utilisateurs, inscription, ok. Maintenant, on a la possibilité de rajouter d'autres méthodes d'inscription qui sont assez natives dans Moodle, c'est une auto-inscription. Est-ce que vous utilisez, vous, par exemple, des auto-inscriptions? Et vous connaissez le principe ou pas? Même si le nom est assez parlant. Vous savez que ça existe. Donc ça, c'est déjà bien de savoir que ça existe. Alors, l'auto-inscription permet à l'utilisateur de s'inscrire lui-même dans un espace de cours, sans que l'enseignant ait besoin de chercher à inscrire telle personne ou telle personne ou telle personne. Par exemple, c'est des espaces de cours de découverte ou d'auto-positionnement, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'obligation à inscrire tout le monde. C'est un accès libre. Chacun fait ce qu'il veut. S'il veut y aller, il y va. S'il ne veut pas y aller, il n'y va pas. Mais c'est vrai que l'auto-inscription permet de faire en sorte que l'utilisateur qui découvre cet espace-là puisse s'auto-inscrire pour y participer. Donc là aussi, il y a des paramètres qui peuvent être utiles pour cette gestion. Par exemple, on peut faire une auto-inscription toute simple. Voilà, ça donne juste un petit bouton je m'auto-inscris dans cet espace de cours et je deviens participant avec un rôle qu'on aurait prédéterminé. Donc ça peut être un rôle étudiant, voilà, c'est pour les étudiants, c'est des exercices facultatifs ou de perfectionnement, des choses comme ça, comme un MOOC. Voilà, un MOOC, on n'est pas obligé de s'inscrire, on y va, on s'intéresse, on s'y inscrit. Il peut y avoir une restriction avec un mot de passe. Donc ça peut être intéressant dans des espaces de partage ciblés, ou pour éviter d'avoir trop de curieux qui ne servent à rien ou qui ne feront rien dans cet espace-là, on donne un mot de passe. Et là aussi, on peut très bien indiquer des débuts et de fins de durée de vie du compte. C'est-à-dire qu'on va faire une session dans ce cours-là du 21 avril au 25, et bien tous ceux qui s'inscrivent entre le 21 ou aujourd'hui, eh bien ils ont une durée de vie de 5 jours. Voilà. Ça c'est une session. Je peux rajouter plusieurs méthodes d'auto-inscription. Donc comme ça, il peut y avoir des flux d'auto-inscription pour un même cours. Après, il faut voir ce qu'il y a dedans, bien sûr. Donc on peut faire ça, on peut les notifier comme quoi, attention, si tu t'es inscrit là, tu n'as plus que 4 jours pour faire ton cours. On peut les notifier, on peut les supprimer, on peut les laisser actifs. Voilà. Et à ce moment-là, ça va rajouter un petit bouton et on va avoir des listes séparées visuellement ici pour avoir des étudiants qui vont s'inscrire dedans. Est-ce que ça va pour l'instant? Je vais essayer de faire
en même temps un petit compte test. On va essayer de faire en live. Voilà. Donc là, je ne suis pas dans le cours, donc je vais parcourir un petit peu l'espace. Dans le but, j'ai tout caché, donc ça c'est pas drôle sinon. Alors, et ben oui, j'ai tout caché. Donc là, par exemple, mon étudiant ne peut pas rechercher d'espace de cours. Il ne peut pas rechercher mon cours. Donc à ce moment-là, je lui donne le lien. Voilà. Je copie le lien, je lui donne le lien par mail. Si tu veux t'inscrire à mon espace de cours, tu peux t'inscrire, je te donne mon lien. Donc là, on peut lui donner le mail. Et comme ça, il a le lien, il copie-colle. Donc ça répond en partie à la question de Karine. Si c'est un cours qui est dissimulé, voici mon lien, va sur le cours et pourquoi il n'est pas disponible? Est-ce que j'ai bien activé ce qu'il fallait? Ah non, non, alors auto-inscription, c'est de quand à quand? C'est actif, il n'y a pas de clé. Ah bah oui, 14h31. Ok. Oui, j'avais bloqué. Donc c'est normal. Pourquoi le contestant tiens, c'est bizarre. C'est amusant. J'ai un blocage. Alors, je viens d'avoir la réponse. Oui, voilà. Donc, il faut l'informer. Si c'est des cours cachés, il faut l'informer. Alors, auto-inscription. Ah, j'ai peut-être verrouillé son compte. Bon, je réessayerai. Mais parce que là, c'est un compte qui a déjà servi plusieurs fois et qui ne doit plus être bon. Donc là, auto-inscription. Effectivement, s'il ne peut pas parcourir l'arborescence du site, il faut lui donner le lien direct vers le cours et il a un bouton je m'inscris au cours. Si maintenant il peut parcourir l'arborescence du site parce qu'on a laissé visible, eh bien il parcourt, il voit le cours et il clique dessus et il s'auto-inscrit. Donc manuel, synchronisation de cohorte ou auto-inscription avec ou sans mot de passe. Donc ça c'est possible sans aucun problème. Alors je vais quand même juste vérifier. On est bien le 21 avril. Oui, il est affiché. Ok. Non, non, bah, normalement c'est bon. C'est peut-être le compte qui est bloqué. C'est pas grave. Donc on peut insérer des mots de passe pour cibler vraiment les personnes et on peut aussi avoir plusieurs mots de passe. Par exemple, si on veut faire en même temps des publics différents, on fait une instance de la création avec un mot de passe voilà, bidule. Hop. Et pour ceux qui ont le mot de passe, ils auront un autre rôle. Ils auront le rôle tuteur. Donc s'il a un mot de passe, il peut le renseigner, il aura un rôle spécifique. S'il n'a pas de mot de passe et qu'il s'auto-inscrit, à ce moment-là, il sera juste en étudiant. Donc ça aussi, on peut avoir comme ça des partages d'espaces de cours ciblés à des personnes ciblées avec un rôle ciblé, éventuellement. Ça va? Ok. Alors, maintenant, j'ai des participants, j'ai une synchronisation de cohorte qui s'est faite, j'ai des utilisateurs. À l'intérieur de mon espace de cours, je vais pouvoir les gérer. Donc bien sûr, on a vu participants pour lister tous les utilisateurs qui seraient dans notre espace de cours. Maintenant, je vais créer des groupes parce que je vais faire des devoirs en mode binôme ou des ateliers ou des choses comme ça, répartir des thématiques par rapport à des étudiants ou des groupes d'étudiants. Toujours depuis participants, on a le petit menu qui nous permet de gérer les utilisateurs inscrits avec les méthodes d'inscription et de prévoir des groupes. À ce moment-là, on va pouvoir mettre en place des groupes dans notre espace de cours. Là, on a l'interface classique de groupe, donc je peux créer un groupe. Je vais créer un groupe
groupe 1, voilà, très bien. Et une fois que j'ai créé mon groupe, je vais pouvoir rajouter des utilisateurs un par un. Donc le groupe 1, c'est pour tous ceux qui commencent par 1, voilà. Très basique hein, comme critère, mais c'est pour l'exemple. Donc à ce moment-là, j'ai 2 étudiants dans le groupe 1, et maintenant, dans mon espace de cours, je vais pouvoir dire que pour les étudiants du groupe 1, eux, ils vont avoir accès à telle ressource, telle section, des choses comme ça. Ou je vais pouvoir les filtrer après dans les autres activités ou ressources. Si maintenant on veut faire des groupes en lot, parce que là on a 10 étudiants, je veux faire en sorte qu'ils travaillent en binôme. Donc là ça va, je n'ai que 10 étudiants, mais si on a une cohorte de 30 ou 50, ça peut être compliqué de les faire à la main un par un, groupe 1, puis groupe 2, puis groupe 3. Donc il y a des petites options de groupe automatique. Et ça, c'est très pratique. Donc on va pouvoir créer des groupes automatiquement en fonction de 2 grands types de critères. Soit je dis le nombre de groupes, soit je dis le nombre de membres par groupe. Est-ce que vous voyez les distinctions? Normalement, c'est assez clair. Par exemple, j'ai 10 étudiants, je veux 2 membres par groupe. Donc c'est Moodle tout seul qui va créer le nombre de groupes correspondant à mon critère. Ici, je peux les renommer de façon automatique. Donc j'ai ma capsule, enfin j'ai mon nom de groupe et le arrobase, comme l'aide l'indique. Il y a toujours une petite aide, donc ça c'est intéressant. L'arrobase va permettre de numérer automatiquement les groupes par A, B, C. Si on met le dièse, ça sera 1, 2, 3. Automatiquement. C'est pas à nous de faire la numérotation. Donc là, je vais laisser arrobase. Je ne vais sélectionner. Alors, je peux créer des coquilles vides de groupe sans avoir de personnes dedans. Mais je peux faire en sorte que les groupes soient créés d'une part automatiquement, mais en plus que je vais charger automatiquement les étudiants dans les groupes. Moi, je souhaite que les étudiants travaillent entre eux et donc pas forcément copain avec copain. Parce que déjà, moi, je le sais pas forcément et puis c'est pas toujours intéressant. Donc, je vais choisir tous les étudiants, éventuellement d'une cohorte spécifique ou pas, et je vais les répartir dans ces groupes de façon aléatoire. Donc, ils seront mélangés. Ça sera pas moi qui choisis quelque chose, c'est Moodle qui choisit la façon de faire. Et donc, c'est de façon aléatoire. On peut très bien se baser sur l'ordre alphabétique, mais en général, aléatoirement, ça marche très bien. Donc on peut avoir un aperçu pour déjà voir si c'est cohérent. Et je ne veux pas de groupement, on n'en parle pas. Et donc un aperçu, et à ce moment-là, j'ai la liste qui se fait automatiquement. Alors groupe A, groupe B. Alors vous voyez ici, par exemple, que j'avais déjà un compte test, un autre étudiant. Du coup, là j'ai un étudiant qui ne pourra pas travailler en binôme. Parce que automatiquement, moi j'ai dit par deux. Il y a une petite option, ici, qui permet d'empêcher un petit groupe pour terminer. Ça veut dire que ça va indiquer à Moodle que, obligatoirement, il faut que quelqu'un soit avec quelqu'un. Donc le dernier, qui sera tout seul, ne peut pas être tout seul. Donc il y aura manifestement un groupe à 3, mais au mieux, au pire des cas, ils seront au minimum 2 à chaque groupe, sauf un qui en contiendra un troisième. Donc si je coche empêcher un petit groupe, ça évitera d'avoir des groupes où il n'y en a qu'un seul qui ne pourra pas du coup faire le travail en groupe. Donc si là je fais mon aperçu pour remettre à jour mon calcul, vous voyez qu'automatiquement il a redistribué les étudiants et il n'y a plus d'étudiants seuls puisque c'est un travail en groupe que je demande. Et à ce moment-là, je peux envoyer pour valider la construction des groupes. Et là, vous voyez que le groupe A, il y en a 3, et ainsi de suite. Bien sûr, la création n'empêche pas qu'on puisse toujours modifier les utilisateurs. En fait, il y a un conflit d'intérêts entre un tel et un tel, bon bah on va les modifier à la marge, c'est possible. Est-ce que ça va comme manipulation de groupe en lot, qui est très pratique?
Alors, comme vous avez vu, quand tout à l'heure il y avait effectivement là le groupe de travail, si on a plusieurs cohortes dans son espace de cours, comme une scolarité ou un espace de cours assez transversal, pour cibler des informations, on peut cibler une information en fonction de son groupe. Donc là, on va pouvoir mieux associer une cohorte, par exemple, promotion 2020-2022, à un groupe en tant que tel. Si j'ai plusieurs cohortes mélangées, je vais avoir plein d'étudiants, je ne vais pas savoir qui fait partie de quoi. Donc à ce moment-là, pour attribuer un groupe à une cohorte, c'est tout simplement en revenant dans la méthode d'inscription que l'on va pouvoir mettre à jour cette information-là. Donc là, la cohorte existe, on a déjà fait. Maintenant, on peut très bien se dire que à la création de la cohorte, enfin au chargement de la cohorte, je prévois le coup, je mets un groupe. Mais même si on ne l'a pas fait au début, c'est pas grave. On peut toujours créer un groupe à partir d'une cohorte, même une fois la cohorte chargée. Donc là, j'ai mis à jour la cohorte, et donc maintenant je vais avoir plusieurs groupes dans mon espace de cours manipulable, qui sont mes groupes de travail et le groupe dédié à la cohorte. Voilà. Donc ça c'est assez facile pour gérer les étudiants à l'intérieur. Est-ce que ça va? Ok. Maintenant, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait un mot qui était groupement. Et comme vous le voyez ici, il y a un groupement. Le groupement, c'est un groupe de groupes. C'est assez simple à comprendre, hein, c'est un super groupe. C'est un groupe qui va regrouper des groupes. Un groupe, c'est un groupe d'utilisateurs dans un espace de cours, à partir de critères spécifiques ou aléatoires, pour travailler en binôme ou en trinôme. Et une cohorte, c'est un groupe d'utilisateurs au niveau du système. Voilà à peu près l'échelle par rapport aux termes Moodle qui sont associés à la notion de regrouper des utilisateurs. Donc la cohorte, c'est un groupe d'utilisateurs au niveau du système. Un groupe, c'est un groupe d'utilisateurs au niveau du cours. Et un groupement, c'est un groupe de groupes dans le cours. Donc effectivement, il n'y a pas de super cohorte au niveau système. Ça, c'est la seule distinction. On passe par une cohorte qui en réunit plusieurs manuellement. Alors, le groupement, oui, non, c'est pas très compliqué. Oui, ça peut paraître compliqué, mais si on n'en a pas besoin, voilà. Il y a juste 3 niveaux. C'est la cohorte au niveau système, le groupe au niveau du cours et le groupement de groupes au niveau du cours. Alors, pourquoi le groupement? Par exemple, ici, j'ai 6 groupes. J'ai un groupe webinaire, un groupe A, un groupe B, un groupe C, un groupe D, un groupe E. Là, c'est parce que j'ai une cohorte. Si j'ai une deuxième cohorte, je vais, juste pour l'exemple, elle sera vide, hein, c'est pas grave. Cohorte webinaire 2. Voilà. On imagine que c'est un groupe qui contient des personnes avec une autre synchronisation de cohorte. Moi, dans mon cours, je veux donner un exemple de travail ou une section à tous ceux qui font partie du webinaire. Pas du webinaire 2, mais du webinaire. Donc à ce moment-là, il me faut faire effectivement un groupe ou un groupement. Donc là, dans les participants, donc je suis parti trop vite, hop, deux groupes. Là, j'ai mes deux groupes, d'accord? Et là, le groupe A, B et C, je vais les réunir. Allez, je vais faire un trinôme de groupes. Je vais faire un groupement de 3 groupes. Et je vais faire un autre groupement pour le groupe D et E. Alors, je peux faire un groupe avec les étudiants 10, 5, 8, plus 1 et 6, mais je ne sais pas forcément lesquels. Donc à ce moment-là, je peux utiliser le groupement. Par exemple, le thème 1, le thème 2. J'ai préparé les coquilles. C'est juste créer un groupement, c'est un nom qu'on donne au groupement. Je vais prendre le temps, je vous rassure. Donc là, je veux faire en sorte que le thème 1,
soit abordé par les étudiants du groupe A, B, C. Le thème 2 sera traité par les groupes du D et E. Voilà. Donc là, j'ai un groupement et je vais associer les groupes à ce groupement. Donc le thème 1, j'ai dit pour les groupes A, B et C, j'ajoute. OK. Le thème 2 sera traité par les groupes D et E, tout simplement. Voilà. Et à ce moment-là, j'aurai vraiment une possibilité technique de dire que la section 2, par exemple, elle est disponible uniquement au groupe qui va travailler, enfin au groupe au pluriel, qui vont travailler sur la thématique 1. Oui, thématique 1. Et à ce moment-là, je pourrais le choisir. Et tous les étudiants qui font partie d'au moins un groupe faisant partie de ce groupement-là aura accès à la section. Les autres, non. L'étudiant du groupe D ne pourra pas voir cette section. L'étudiant du groupe E ne verra pas cette section. Donc ça permet de cloisonner encore davantage les informations, les ressources, les activités en fonction de groupe de groupe. Donc ça c'est pour aller encore un petit peu plus fin dans les répartitions, dans les visibilités des éléments. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que vous voyez une possible réutilisation dans votre contexte, au moins pour les groupes, au mieux pour les groupements? Alors les groupes c'est effectivement très simple, ça c'est vrai, parce que par exemple, si on a un test et qu'on veut voir tous les résultats, qui a fait quoi, alors que on est plusieurs à gérer, moi je suis responsable du groupe 1, mon collègue est responsable du groupe 2, eh bien on va pouvoir les lister si on utilise juste dans l'affichage un mode de groupe. Donc si dans une activité on utilise dans les réglages courants le mode de groupe, on va pouvoir très simplement lister les résultats en fonction d'eux. Par exemple, quand on a les résultats, on va pouvoir dire je veux les résultats de mon groupe, moi je suis le groupe A, donc qui a fait quoi dans mon groupe? Ça c'est possible. Alors dans les forums, alors, donc pour les groupes, je voudrais qu'ils soient inscrits au même cours, mais qu'ils ne voient pas leur réponse. Leur réponse par rapport à quoi? À quelle activité? Dans le forum. Ok. Alors c'est effectivement une utilisation très pratique pour les forums de discussion. Ici on a un forum de discussion qui est commun pour tout le monde. Tout le monde voit tout le monde participe à tout. Alors on a mis en place des groupes. Donc dans le forum, dans les paramètres du forum, je vais pouvoir dire que déjà ce sont des groupes séparés. Ça veut dire que chaque groupe pourra lire et euh, contribuer au fil du discussion du groupe associé. Donc tous les étudiants du groupe A pourront créer une discussion, répondre, mais que aux discussions ou aux réponses du groupe A. Ils ne verront pas du tout ce qui se fait au niveau du groupe B dans le forum. C'est totalement hermétique. Mais attention, d'où la notion de groupement qui là va être importante. Comme vous avez vu, on a plusieurs groupes. On a des groupes de binômes. Je vais revenir au groupe, parce que là c'est vraiment très parlant et c'est pour ça la notion de groupement est très importante dans ce cas-là. Parce que ça peut vite fausser un peu les restrictions et que tout le monde voit tout. Donc là vous avez vu, j'ai un groupe A avec 3 personnes. J'ai un groupe B, C, D, et ainsi de suite. Moi je veux faire en sorte que ce soit à ce niveau de groupe que le forum s'utilise. C'est-à-dire que les étudiants du groupe A discutent entre eux,
mais que les étudiants du groupe B ne voient pas du tout les discussions du groupe A. Donc ça, c'est les groupes A, B, C, D, E et E. Si maintenant je laisse mon forum comme ça va fausser. Parce qu'on a aussi un groupe qui s'appelle webinaire, qui contient tous les utilisateurs. Donc si un étudiant du groupe B, le numéro 6, lance une discussion au nom du groupe B, effectivement, l'étudiant 1 verra. Très bien. Mais, puisque c'est au niveau des groupes, webinaire, c'est aussi un groupe. Donc l'étudiant 6, il a envoyé pour le 1, mais dans le groupe webinaire, il y a le 10, il y a le 3. Donc en fait, chacun verra tout. Et chacun participera à tout. C'est pour ça qu'il faut réunir les groupes A, B, C, D et E dans un groupement spécifique si on veut vraiment utiliser des notions de forum, forum par groupe. Par exemple, je vais créer un groupement forum par groupe parce que pour cet exercice-là de forum de discussion, je veux que ça ne touche que ces constructions de groupe, uniquement ces constructions de groupe. Webinaire, c'est trop large, il y a tout le monde. Donc si tout le monde voit tout, c'est pas l'exercice. Mon exercice consiste à donner un forum de groupe pour que chaque groupe travaille dans son coin sans que l'autre ne puisse voir quoi que ce soit des autres. Et à ce moment-là, quand j'aurai la création ou la modification de mon forum, bien sûr, je dis groupe séparé pour les séparer les uns des autres, mais dans quel groupement? C'est pas l'exercice des thèmes, c'est l'exercice du forum. À ce moment-là, ça sera vraiment cloisonné, groupe A, B, C et D. Et E. J'ai oublié celui-là. Et là, vous voyez que maintenant, il y a ceci. C'est-à-dire que moi, enseignant, je peux m'adresser à tout le monde, je peux envoyer une discussion à tout le monde, ou je peux envoyer une discussion seulement au groupe A, ou seulement au groupe C. Par exemple, si j'envoie là, travail pour C, pour le groupe C, alors je vais faire pour le C, travail pour C, ok. Et à ce moment-là, je crois même dans le fichier, dans l'option avancée, on a le choix. On peut avoir vraiment le choix si on se trompe du début, mais voilà. Pour le groupe C, c'est ça. Et seuls les étudiants du groupe C pourront voir cet élément-là et contribuer à cette discussion-là. Et comme vous le voyez, c'est par groupe. Pour le groupe A, pour l'instant, je n'ai rien fait pour le groupe A. Pour le groupe D, je n'ai absolument rien fait. Donc eux, ils n'ont rien fait. Et je peux, moi, enseignant, lister comme ça tous. Et là, je peux envoyer pour tout le monde un message. Donc là, il peut y avoir effectivement pour le forum un besoin de passer par une création de groupement pour réunir les groupes qu'on a fabriqués pour éviter des transferts de visibilité qu'on ne souhaitait pas à l'origine du travail. Est-ce que c'est un peu plus clair, Elisabeth? Oui, mais c'est important d'avoir cette structure-là. Mais il n'y a pas de souci. Le groupement, c'est assez compliqué quand on n'a pas besoin de l'utiliser. Quand on a besoin de l'utiliser, on voit tout de suite le mécanisme. Là, par exemple, j'ai d'autres groupes. Là, j'ai groupe A, groupe C, voilà. Parce que pour un travail donné, je veux les réunir comme ça. Maintenant, pour un autre devoir, je vais faire groupe avec des numéros. Là, je vais faire 3 groupes. Allez, très bien. Donc, je vais envoyer. Ah oui, je vais pas faire le groupement justement pour éviter la casse. Donc là, vous voyez que j'ai créé 3 groupes de travail pour un autre travail. C'est toujours dans mon espace de cours, mais c'est pour un autre travail. Voilà, ça c'est pour travailler sur les thèmes, ça c'est pour travailler sur des fabrications de TP ou de machines. C'est d'autres groupes de travail. Mais si je ne dis pas pour mon forum que c'est pour A, B, C, D, E, à ce moment-là, tous les groupes vont être mélangés entre eux. Et c'est pour ça que pour cloisonner la limite de groupe, il faut un groupe. À ce moment-là, je peux même créer un forum de discussion spécifique pour le travail de création de machines par rapport aux constructions de groupes que j'ai établies en groupe 1, 2 et 3.
C'est peut-être plus clair, mais il faut tester effectivement. Est-ce que c'est plus clair au moins, Elisabeth? Alors, groupe cohorte, une nouvelle cohorte avec un groupe. Hmm. Alors, on ne peut techniquement associer qu'un groupe à une cohorte de façon automatique au chargement de la cohorte. Après, on peut réunir plusieurs cohortes dans un même groupe, mais là aussi, c'est par la suite. Là, c'est une petite limite de Moodle. Je vois à peu près ce qui m'est demandé. Ça, c'est une limite, il faut le faire à la main par la suite, effectivement, ou par CSV. C'est-à-dire que dans le CSV, ici, par exemple, ça c'est des étudiants d'une cohorte, cohorte 1, et ça c'était webinaire. Hop. Ils sont inscrits dans le cours. Alors on peut les inscrire automatiquement aussi dans le cours des mots machin. C'est le nom cours de. Hop, pardon. Parce que si je mets pas dans le champ, ça va pas le faire. Voilà. Donc ça c'est l'inscription dans le cours. Et dans le cours, je peux dire dans quel groupe je veux les mettre. G1, G1, voilà, et après G2, G2, et ainsi de suite. Allez, hop, après ils sont tous tout seuls. Voilà, donc là j'ai fait effectivement dans une cohorte, je vais faire même... bon, je vais laisser comme ça. Ils seront inscrits automatiquement dans le cours. Ils le sont déjà, donc ça mettra à jour en fait leur attribution dans les groupes. Donc si je le fais, là ça va mettre à jour ces utilisateurs-là directement dans les bonnes choses. Alors est-ce que j'ai... ouais, je vais revenir à la mine. Hop. Donc utilisateur, importation. Hop. Je mets à jour. 10, c'est bon. Là, vous voyez que maintenant, il y a le G1 qui se met au niveau du groupe. Et le cours. Ah oui, je n'ai pas enregistré en UTF-8. Autant pour moi. Il faut qu'il prenne l'accent. Ça, c'est juste un petit bricolage. Voilà. Donc là, dans G1, sinon il ne reconnaît pas l'espace de cours. Et à ce moment-là, si je fais juste modifier les utilisateurs existants, ça prendra en compte que la modification que j'ai ajoutée à ce niveau de groupe dans l'espace de cours. Donc ils ont bien été ajoutés de toute façon à la cohorte, ils sont inscrits, mais en plus ils sont ajoutés au groupe directement. Et là, si je vois mes participants, j'ai toujours les mêmes participants, et ici vous avez les différents groupes auxquels ils sont associés. G1, G8, G1, G2, G2. Donc j'ai créé mes groupes, je les ai attribués, en même temps que de créer des comptes ou mettre à jour des comptes. Voilà. G1, G2 de façon totalement arbitraire non plus dans mon fichier. Donc on peut avoir un espace de cours avec différents groupes qui correspondent soit à des critères de regroupement spécifiques de travail, soit avec des critères d'association au niveau des cohortes. Voilà, tel groupe c'est telle cohorte, tel groupe c'est telle cohorte. Ils peuvent voir les choses communes qui sont mises sans limite, ou des choses vraiment ciblées parce qu'on a dit que ça c'était pour tel groupe ou pour telle cohorte qui devient un groupe, et ainsi de suite. Est-ce que ça explique un petit peu plus, Elisabeth, cette dernière question?
Est-ce que ça va pour les Karine? Bien. Est-ce que, du coup, vous avez des questions? Parce que là, on a fait la création des comptes, chargement, attribution des groupes, gestion des groupes, synchronisation des cohortes, auto-inscription avec ou sans mot de passe, groupement, mise à jour des utilisateurs avec leur groupe. C'était le programme. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, alors justement, oui, l'UTF-8, ça c'est un tout petit truc qui est très rageant et qui paye pas de mine. C'est que quand on enregistre son fichier CSV de base dans Excel, on peut ne pas faire attention. Et là, vous voyez, je l'ai enregistré en fichier CSV. Simple. Très bien. Sauf que les fichiers CSV, c'est anglais, Moodle, c'est anglais, enfin, c'est la norme anglaise des fichiers. Ça ne prend pas en compte les accents. Même si c'est UTF-8, ça ne prend pas en compte les accents. Comme là, tout à l'heure, je vous ai montré que le nom du cours démo n'était pas pris en compte, voyez, et que pour tous les noms des étudiants ou des utilisateurs avec des accents, ça ne sera pas pris en compte. Donc il va falloir tout refaire. Donc soit au niveau de l'enregistrement, vous dites bien c'est un CSV UTF-8 directement. Donc ça, c'est CSV UTF-8. Ou si votre fichier est déjà fait non UTF-8, à ce moment-là, vous choisissez 88.59.1 qui est la norme avec les caractères accentués. Alors, il faut le savoir. Maintenant, vous le savez. Vous êtes trois à le savoir. Et, non, non, mais il faut le savoir, mais j'ai eu ce cas-là, et c'est aussi par tâtonnement que j'ai découvert ça il y a quelques années. Donc maintenant, je fais attention à soit l'enregistrer en UTF-8, soit systématiquement à le remettre en ISO depuis Moodle. Mais c'est simplement ça, j'allais dire, mais il fallait le savoir. Alors, Karine, je ne sais toujours pas au niveau utilisateur à quelle cohorte ils appartiennent. Si. Alors, il n'y a pas de souci. Dans l'espace de cours, c'est dans l'espace de cours, on a les participants et ici, on a des méthodes d'inscription qui sont associées aux participants. Donc là, si on a un petit i ici, on peut avoir la liste. Quand bien même on ne voit pas trop les i ou parce qu'il y a plusieurs choses, on a un filtre ici qui reprend les synchronisations qu'on a mis en place. Vous voyez, là j'ai une synchronisation des cohortes webinaire étudiants. Donc cette synchronisation-là, elle va rassembler qui? Tous ces étudiants-là. Alors au niveau utilisateur, à quelle cohorte il appartient? Quand on clique sur le nom de la personne, peut-être? Est-ce que c'est quand on voit le profil de l'utilisateur? D'accord, création des utilisateurs par SSO. Ouais. Alors, effectivement, donc là, il faut voir plusieurs niveaux. Déjà, est-ce que au niveau, donc a priori oui, vous avez les créations des comptes au niveau du SI avec le SSO, ça crée des utilisateurs. Est-ce que le lien entre votre SI et Moodle crée aussi automatiquement des cohortes pour ranger les étudiants dedans? Non. Donc les cohortes sont créées manuellement par l'administrateur ou le gestionnaire, ou pas du tout même. Ah, ok. Donc vous créez, ah ouais, donc vous faites une deuxième passe. Donc vous créez des cohortes, vous associez tel utilisateur et tel utilisateur à la main ou par fichier. Ah ouf, d'accord. Euh, bon, c'est d'accord. Et comment vous pouvez savoir au fur et à mesure des arrivées? Ok. Ouais, oui. Euh,
Alors oui, il y a un manque pour l'instant je dis bien, dans Moodle, qui est que quand on consulte, à quelque niveau que ce soit, le profil utilisateur d'un utilisateur, on n'a pas accès effectivement à facilement sa cohorte. Ça c'est vrai. Web, elle est peut-être là. Non, c'est encore à 3. Voilà. Par exemple, le webinaire test 4, on ne sait pas dans quelle cohorte il est. On sait dans quel cours il est, mais on ne sait pas dans quelle cohorte il est. Ça, c'est vrai que c'est un manque pour l'instant. Alors, il existe un petit plugin qui permet de lister effectivement les cohortes associées. Il existe des petites requêtes qui permettent de lister tous les étudiants d'une cohorte donnée ou toutes les cohortes associées au cours. Ça, c'est des petites requêtes qui sont possibles. Ça, on peut le faire. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de mécanisme automatique au chargement des étudiants dans les cohortes, ça peut être un peu lourd de gestion. Et comme là, voilà. Alors, ce qui peut être fait malgré tout, je ne fais pas les mises à jour tous les jours. Bah oui, ça, on n'est pas tous les jours disponible à faire ça. Et vous, comment vous savez que telle personne est dans telle cohorte? Comment vous savez ça que... Alors, ce fichier-là, ouais. Donc ça rejoint ce fichier-là, ou à la création ou à la mise à jour des étudiants. Alors vous pouvez faire effectivement un fichier par cohorte. C'est un peu un dommage de mise à jour de fichiers comme ça, mais c'est le minimum. Euh, Après, voilà, comme ça vous savez, mais c'est pas toujours évident. Alors un truc qui peut être pratique, bah, l'idée c'est d'avoir ça dans la fiche, mais après la cohorte, elle correspond à un espace de cours ou à une promotion ou à un diplôme, un code étape, code diplôme, ça dépend des niveaux. Euh, Profil de fonction, oui, ça peut être aussi ça. Moi, je voyais plein de choses, hein. En université, c'était surtout par rapport au code de cours. Donc, on allait au plus fin. Dans une autre université, c'était seulement au code étape. Donc, c'était problématique pour les redoublants. Euh, Après, dans d'autres structures, c'est des codes de promotion. Entreprise, il peut y avoir des publics ou effectivement des profils, des fonctions. Ouais, ça c'est à mettre à jour. Après, ce qui serait dans ce cas-là intéressant, c'est un petit truc pour vous, c'est de créer un espace de cours caché, un espace de cours caché. Voilà, c'est dans lequel on va synchroniser les cohortes existantes. Je dis bien existantes. Et à la synchronisation de la cohorte existante dans ce cours caché, vous associez un groupe automatique. Euh, et comme ça, parce que l'indication du groupe est présente dans le profil de l'utilisateur. C'est ça qui est perturbant, mais voilà. Là, par exemple, je suis dans mon cours. Pour tel participant, je sais dans quel groupe il est. Il est dans le groupe E, dans le groupe 2 et dans le groupe webinaire G, dans le groupe webinaire. Parce que j'ai créé un groupe associé à la cohorte. Donc ça peut être une astuce pour savoir où on en est au niveau des inscriptions. Et puisqu'il y a une synchronisation des cohortes, eh bien dans ce cours de gestion des cohortes, juste pour le listing, eh bien une fois qu'on met à jour un utilisateur, tel utilisateur dans telle cohorte, eh bien dans votre cours, il sera automatiquement dans la cohorte associée. Et donc vous pourrez les lister comme ça. Moi j'utilise un cours caché pour des synchronisations de groupe. Donc on peut utiliser un cours caché juste visible pour soi pour savoir qui fait partie de quelle cohorte. Donc ça peut être un petit truc. Je sais pas si c'est parlant pour vous, Carrie, mais enfin, comme ça tout de suite, je vois ça comme possibilité. Ouais.
Alors, bien sûr que si un utilisateur est dans deux cohortes, on verra les deux cohortes. Ça, c'est pas gênant. Et quand il sera retiré d'une, il disparaîtra d'une. Ça, c'est pas gênant. Là, par exemple, hop, ça c'est un cours caché. Je vais rajouter une méthode de synchronisation. Donc ça c'est. Alors, hop, j'ai une synchronisation avec webinaire. Ok, donc je vais créer un groupe webinaire. Ok, étudiant, surtout garder le rôle étudiant parce que l'étudiant ne voit pas les cours cachés. Je vais faire une autre cohorte avec aussi des étudiants. Qu'est-ce que j'ai comme cohorte sur ce site? Cette petite cohorte là, parce que c'est un petit W, donc c'est une autre cohorte. Donc c'est un autre groupe. Ok. Et je crois que j'ai une autre cohorte que j'ai d'existant. Ah oui, demandeur de cours. Hop. Créer un groupe. Voilà. Donc là, dans mon cours caché, j'ai. Alors je vais quand même le cacher. Parce que je ne l'ai pas caché dès le début, mais je vais le cacher. Voilà. C'est plus simple. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes cohortes du site qui sont cachées. Et dans les participants, et ben là, je peux voir ici au niveau des groupes, puisque les groupes correspondent aux cohortes, et ben je peux les lister, tout simplement. Quel groupe ou quelle cohorte. Voilà. Si je veux le webinaire, c'est celui-là, et ainsi de suite. Et là, je sais que lui, eux, ils sont dans deux cohortes. Mais si dans une autre, il sera disparu, ben, il disparaîtra de là, il n'y en aura plus qu'une. Est-ce que ça répond du coup, cette petite astuce? Moodle est fait de beaucoup d'astuces, de trucs et astuces. C'est vrai, vrai. Et c'est pas toujours marqué partout. C'est l'expérience qui fait que. Voilà. Et voilà. Effectivement, on a eu le même mot en même temps avec Elisabeth, et voilà. Donc, si vous n'avez plus de questions, parce que là, du coup, je vous ai gardé plus longtemps que prévu. Si vous n'avez plus de questions, si vous n'avez pas de questions, si tout est clair pour vous, eh ben, écoutez, c'est impeccable comme ça. Et donc, je vous dis à H5P. Alors, ça, je vais le noter comme desiderata. Effectivement, ça peut être intéressant. Donc ça, je note de côté, effectivement. Ça peut être intéressant, surtout que la 3.8, elle fournit des choses intégrables. Donc ça, c'est bien. Donc ça, je vais référer ça au responsable de formation des sessions de webinaire et on va voir effectivement dans la mise à jour de la programmation s'il se met en place et quand. En tout cas, merci à vous. Très bonne continuation, bon courage encore une fois. Et n'hésitez pas à suivre un petit peu la mise à jour du calendrier pour les nouvelles formations. Enfin, formations entre guillemets, les nouveaux webinaires mis en place par e-Learning Touch. Donc merci beaucoup, bonne journée